Bonjour, je suis Domitil et je vous accueille sur Ce qui nous lie, le podcast qui explore nos liens aux autres à la lumière de nos parcours et de nos expériences de vie. Ces expériences qui nous bousculent, nous fragilisent et nous renforcent sont l'occasion d'un nouveau regard sur ce qui nous entoure. Fragile et puissant, intime et distant, le lien ne cesse de se renouveler et c'est ça qui me passionne. Ensemble, nous entendrons les témoignages d'hommes et de femmes à des étapes différentes de leur vie. Ils nous partageront un engagement, une expérience, une épreuve qui a transformé et fait évoluer leurs liens avec ceux qui partagent leur quotidien. Leurs voix nous confieront leurs déceptions, leurs découvertes, leurs doutes, leurs questionnements, bref, ce qui nous lie. Pour cet épisode de rentrée, j'ai eu l'envie de vous proposer quelque chose d'un peu différent. De vous glisser dans les oreilles l'histoire d'un projet, d'un élan, le récit d'une envie qui s'est transformée en une décision. Celle de partir à l'aventure et à la recherche de qui on est, au fond. Dans cet épisode, vous allez entendre une traversée d'hommes, unis par la mer pendant 50 jours sur un bateau à rame, dans des conditions extrêmes. Je ne m'attendais à rien lorsque j'ai contacté Louis pour l'inviter sur le podcast. Et puis quelque chose a bougé. Son témoignage m'a ouvert une nouvelle voie. J'ai compris que la profondeur n'était pas l'inverse de la légèreté. Et j'ai adoré. Je vous présente Louis, consultant en économie circulaire dans une entreprise parisienne. Vous allez découvrir son envie un peu folle, celle qui s'est emparée de lui un jour et qui lui a soufflé de rejoindre un équipage pour traverser l'Atlantique à la rame pendant 50 jours. Il nous raconte comment cette expérience l'a ramené à lui et aux autres, différemment. Il n'est pas impossible que vous ressortiez de cette écoute avec un petit quelque chose à l'intérieur de vous qui aura bougé. Témoigner des raisons de son cœur ne laisse jamais indifférent. Je m'appelle Louis, j'ai 27 ans. Pour se décrire, c'est toujours jamais simple. J'aime bien dire deux informations. La première, c'est que d'où je viens, je suis né en Guyane. Et la deuxième chose, c'est de dire un peu ce que je fais. Donc, je suis consultant en environnement spécialisé en économie circulaire. Et à côté de ça, j'ai d'autres projets, notamment un podcast. Et récemment, je suis revenu d'une traversée de l'Atlantique à la rame. Qu'est-ce que ça signifie et qu'est-ce que ça représente pour toi de témoigner aujourd'hui sur ce qui nous lie ? Je pense qu'il y a deux choses. La première, ça m'est déjà beaucoup arrivé d'interviewer des gens, mais là, c'est la première fois qu'on m'interviewe. C'est la première fois que je participe dans un podcast, donc je pense ressentir un peu ce que ressentent à chaque fois les personnes que j'accueille. Donc ça, c'est assez troublant. Mais à la fois, ça me fait super plaisir. Et le deuxième, Ce qui nous lie, je trouve le nom super chouette, parce que c'est un film... le film que j'ai en tête, c'est une fratrie qui récupère les vignes de leur papa ou maman. Quand j'ai vu ce film-là, je pensais énormément à ma fratrie. On est 4 enfants dans ma famille. Et c'est un film que j'aime beaucoup. Donc, je suis heureux d'être là. J'ai envie de te poser cette question un peu basique, mais comment ne pas la poser ? Quel est ton rapport en fait à la mer ? Est-ce que tu as des expériences en mer ? Et pourquoi la mer ? Faire un projet un peu fou, c'est pas forcément une transat, quoi. Donc, comment ça te... C'est marrant parce qu'aujourd'hui, je me pose beaucoup cette question de la mer parce que je me pose aussi la question de la montagne. Et je me dis, mais pourquoi j'ai pas choisi la montagne et pourquoi la mer ? Pour répondre à la question, je pense que déjà, tous les étés, je l'ai passé en Bretagne parce que j'ai ma grand-mère qui avait une maison là-bas. Enfin, un environnement avec lequel j'étais proche. Et après, j'ai fait de la voile. Après, quand j'étais à l'ESCP, j'étais dans l'association de voile où j'ai fait pas mal de vols de croisière avec des situations rocambolesques au possible et à gérer des situations très dangereuses en mer. Mais il y avait quand même, ce que j'aime quand même avec la mer, c'est l'aspect un peu survie. Enfin, c'est-à-dire qu'en fait, on est des terriens. Et donc je pense que la mer, il y a à la fois un peu cette enfance, mais aussi cet aspect un peu survie, mise en danger, que j'aime beaucoup. Et aussi, il y a cette notion, peut-être la troisième, c'est la notion de liberté. Parce qu'en fait, c'est un vaste territoire où on fait un peu ce qu'on veut. Enfin, c'est con, mais c'est 70% du territoire terrestre. Et en fait, c'est un territoire immense. Donc je pense que c'est ça, l'enfance, la survie et la liberté. Janvier 2017, c'est un soir, tu te rends donc à un événement, c'est la soirée des 50 ans de l'association de voile de ton ancienne école de commerce.
Et lors de cette soirée, tu fais une rencontre. Est-ce que tu peux nous en parler, nous en dire un peu plus? En fait, je fais une rencontre, c'est Patrick Favre, donc le skipper du bateau avec lequel je suis parti. Il a fini l'ESCP en 90, alors que moi j'ai fini en 2020, donc on a 30 années de différence. Avec ma curiosité, je parle un peu avec tout le monde, et notamment avec les anciens qui étaient venus. Et il commence à raconter qu'il avait traversé l'Atlantique à la rame. Et je me dis, mais il est complètement fêlé. Sur le moment, je me dis, mais franchement, il est complètement con, quoi. Et finalement, je l'ai fait avec lui. Mais donc, ouais, 2017, c'est la première rencontre que je fais. Trois ans, c'est cool. À partir du moment où tu le rencontres à cette soirée. Et pendant ces 3 années, il n'y a rien de particulier qui se passe, si ce n'est que ta vie professionnelle et ton rythme de boulot te permettent de penser davantage à cette envie que tu as peut-être de réaliser un projet un peu différent et peut-être une traversée de l'Atlantique. Donc en fait, la petite graine semée il y a 3 ans lors de cette soirée continue de germer à l'intérieur de toi. C'est ça, et je pense que cette graine, elle a été semée peut-être ce soir-là, mais je pense qu'elle va continuer à grandir. J'ai rencontré Patrick et on pourrait se dire que la fin, c'est avoir fini la traversée, mais je pense qu'au contraire, c'est que le début là. Ouais, c'est que le début. Donc 3 ans, c'est cool. Et en fait, donc 3 ans après, août 2021, tu l'as recontacté, vous vous êtes recontacté par message ou par téléphone, et vous décidez de vous rencontrer physiquement. Donc août 2021, vous rencontrez pour la première fois. Quel est l'objectif de cette première rencontre pour toi? L'objectif, c'était de faire connaissance, que lui puisse me jauger, que moi je puisse le jauger. Et voilà, que je comprenne un peu combien ça coûte, c'est quoi l'effort physique qu'il va falloir que je déploie, comment je me prépare. Donc quand tu le rencontres physiquement pour la première fois en août 2021, vous vous êtes déjà parlé avant et il est déjà question que potentiellement tu rejoignes un équipage. Quoi. Complètement, Okay. Complètement. Même Patrick est assez transparent. Même j'ai revu des échanges de mails, il dit oui, profil intéressant, il va peut-être falloir travailler un peu la rame. Est-ce que tu as envie qu'on se rencontre pour faire plus connaissance Voilà quoi. Et après, c'est effectivement à la fin de notre rencontre qui me dit explicitement vas-y, go, moi je pense qu'il faut que tu le fasses avec moi. Et en lui disant, mais attends, ça me paraît vachement rapide comme réponse, il me dit, en fait, peut-être que t'es pas si chaud que ça. Bref. Donc c'était un peu particulier. Et d'autant plus que quand moi je discutais avec lui, initialement, il y avait potentiellement un bateau qui allait partir très 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 vite, 3 ou 4 mois après notre rencontre. Et que moi, clairement, j'étais pas du tout dans un état d'esprit où j'avais envie de partir là instantanément. Je me suis quand même posé la question. J'avais envie que ce projet puisse s'intégrer un peu dans un parcours professionnel. Et je ne me voyais pas annoncer à mon employeur, en fait là, j'ai rencontré un gars hier qui m'a dit que je pouvais partir traverser l'Atlantique à la rame dans 4 mois. Donc soit je démissionne ou soit on aménage mon emploi du temps, quoi. Donc voilà, mais finalement ça a été remis à plus tard. D'accord. Lorsqu'on a préparé cette interview, tu m'as dit justement que sa personnalité t'avait accroché. Pourquoi? Parce que ça va vite justement entre vous finalement. Ce que tu racontes, c'est que il n'y a pas 40 000 entretiens. Pourquoi t'y vas toi finalement? Ce que je trouve assez incroyable avec Patrick, c'est que déjà il a, pour un peu raconter son palmarès, il a quand même traversé 8 fois l'Atlantique à la rame. Je crois qu'il a le record français. Là c'est la 3e fois qu'il a constitué un équipage de personnes qui n'étaient pas rameurs professionnels pour pouvoir traverser l'Atlantique à la rame. Et les 3 équipages ont réussi à joindre les Canaries à la Guadeloupe. Enfin, ce qu'il arrive à faire est quand même hors norme. Quand on s'intéresse aux gens hors normes, ils ont une routine, ils ont plein de choses qui font qu'ils sont hors normes. Mais en fait, je pense qu'il est juste lui-même, quoi. Et ça, j'ai trouvé ça assez fort. Et c'est aussi ce dont je parlais sur je pense pendant cette traversée, j'ai aussi à me savoir qui j'étais. Je pense que lui, en fait, il sait qui il est et il est juste lui-même. Et c'est ce qui fait qu'il arrive à accomplir des choses incroyables. Il y a un truc que je pense avoir capté avec cette traversée, et c'est notamment après avoir écouté un podcast pendant la semaine de retour. En fait, c'est quelqu'un qui a accompagné mon oncle. En fait, il a réussi à recabler son cerveau avec ses tripes. Avant de partir sur cette traversée, moi en vrai, mes tripes me disaient d'y aller, mais ma raison me disait mais n'y va pas. Et notamment parce que ma famille, eux, étaient pas du tout chauds pour que j'y aille.
Donc ce qu'il me disait c'est mais attends, déjà il me posait 1000 questions donc, et auxquelles j'avais rarement la réponse. Et aussi parfois on me disait mais t'as pas les épaules pour quoi. Alors justement, on y arrive Mm, à cette question-là. Donc c'est ok, quoi. Vous êtes décidés tous les deux à vivre une traversée de l'Atlantique, en tout cas en faisant partie du même équipage. Tu vas pas rejoindre le projet dans les 3 mois, mais tu rejoindras un projet à horizon janvier 2023. Du coup, il va s'écouler entre le moment où vous vous dites go et le moment où tu vas réellement mettre un pied sur le bateau. Il va s'écouler 1 an et demi. 1 an et demi, c'est Ouais, ça, c'est ouais. ça. Ok. À qui en parles-tu en premier dans tes proches de cette première étape de ta décision? Je me souviens pas et je pense même que c'est peut-être pas ma famille à qui je l'ai annoncé en premier, c'est peut-être un ami. Je pense que ça doit être Thibaut. C'est un ami avec lequel je suis assez proche et pour le coup, sur beaucoup de choses, on se retrouve. Enfin, c'est toujours génial de discuter avec lui parce que tout se fait avec beaucoup de simplicité. Je me disais, il me prendra pour un fou, mais bah, j'aurais pas de jugement quoi. Donc c'est avec lui avec qui j'en ai parlé et c'est que après tardivement où j'ai dû en parler avec ma famille. Mais en me connaissant, je pense que j'ai dû le tourner pas mal en mode blague avant de vraiment dire bah, que je voulais faire ça. Et surtout que c'était bien vu, parce que quand j'ai commencé à l'annoncer à ma famille, bah, ça n'a pas non plus été reçu. Enfin, première réaction incroyable. Enfin, voilà. Enfin, à la fin, je finis par me dire, il faut pas que je leur en parle parce que ça va foutre la zizanie, quoi. Pourquoi alors comment ça se passe? Qu'est-ce qui est compliqué et pourquoi t'as l'impression que ça met un peu la zizanie? Ils ont peur pour toi? Bah, en gros, c'est un peu mes tripes me disent tu dois y aller. Et eux s'adressent pas à mes tripes, mais ils s'adressent à ma tête. Et en s'adressant avec ma tête, bah, effectivement, ils me poussent dans mes retranchements. Sauf que j'ai envie de suivre mes tripes. Enfin, dès qu'on parle de ce sujet, c'est non, mais Louis, t'y crois pas, enfin, tu peux pas faire ça. Enfin, je sais pas, fais autre chose. En plus, mon oncle, à ce moment-là, lui prévoyait de faire une transat à la voile. Et il me disait, non, mais enfin, là, tu délires, quoi. Et en fait, au bout d'un moment, bah, ok, c'est sympa, tu fais le tour, ils expriment des questionnements que toi tu gardes, auxquels tu essaies d'avoir des réponses. Mais en fait, au bout d'un moment, en fait, ils ont trop de questions. Enfin, ok, il faut se poser des questions, mais au bout d'un moment, il faut aussi arrêter de poser trop de questions parce que sinon, bah, tu fais plus rien. Et vu que j'en avais un peu marre des questions, bah, j'ai fini par essayer d'en parler, mais un peu moins. Et ça s'est surtout joué en fait avec ma tante et mon oncle, avec lesquels je suis assez proche. Et pour le coup, par exemple, ma maman à qui je l'ai dit dès le départ, mais elle a un peu capté que j'allais partir, je pense, 2 mois avant que je parte. Et c'est à ce moment-là où elle a commencé à se poser plein de questions. Enfin, je pense qu'elle avait envie de savoir qu'est-ce que ça allait donner à son fils qui allait traverser l'Atlantique à la rame. Et toi, ce moment, enfin cette étape-là du processus, quoi, évidemment, hein, qui suscite plein de projections, plein d'émotions de la part de l'entourage. Tu le vis comment, toi? Bah, pas très bien. Après, c'est difficile parce que, en fait, je pense que la famille, elle est là pour te protéger, mais aussi te soutenir. Et que dans ce type de projet, bah, il faut un peu des deux, quoi. Et sauf que ce qu'ils ont fait, c'est surtout bah, me protéger, je pense. Enfin, c'est comme ça que je le décrypte aujourd'hui. Et sauf qu'en me protégeant, bah, c'était dur parce que j'avais l'impression que en fait, ce qu'ils me disaient, en voulant me protéger, bah, t'en es pas capable, quoi. T'as pas les épaules pour. Alors que moi, j'ai envie de dire, mais qu'est-ce que vous en savez, quoi. Et clairement, moi aussi, dans ma tête, je me posais cette question de savoir est-ce que j'avais les épaules pour. Enfin, je trouvais qu'ils étaient pas trop dans... En tout cas, ils voulaient me protéger, mais je trouvais qu'ils étaient pas dans leur rôle en essayant de me questionner sur le fait que j'avais ou pas les capacités de pouvoir le faire. Et avec qui tu peux parler de cette... Enfin, est-ce que ça sème le trouble à l'intérieur de toi sur ta capacité à... Et si oui, est-ce que tu en parles, par exemple, je sais pas, avec Patrick? Enfin, tu vois, est-ce que c'est ce genre de choses que vous pouvez aborder ou pas du tout? Non, en vrai, c'est quelque chose que j'ai gardé pour moi. Ce dont il faut se rendre compte, c'est qu'effectivement, il y a un moment où voilà, je me dis, ok, je veux le faire. Mais en fait, il y a plein de points où on pense que c'est des points de non-retour. Ça, je me suis rendu compte en montant sur le bateau. Mais en fait, je peux toujours dire non à cette aventure. Parce que même quand tu es sur le bateau, en fait, tu peux très bien commencer à péter un câble et à te dire, bon, bah, on va trouver un cargo ou on va faire craquer le radeau de survie et on va trouver une solution pour que tu puisses rejoindre bon, ça me paraît complètement fou, mais le cargo avec le radeau de survie. Donc, bon, bah, voilà, nous, on continue l'aventure, mais toi, tu peux rentrer chez toi, quoi. C'est chaud parce que quand je raconte à mes amis que je vais traverser l'Atlantique, si après je leur dis, bah, en fait, je suis en train de douter, bah, c'est dur, quoi. Et je l'ai beaucoup gardé pour moi. Et pour le coup, le dernier moment, et c'est fou, hein, mais le dernier moment où j'ai douté,
de vouloir faire cette traversée, c'est vraiment 24 heures avant, quoi. Même encore 24 heures avant, je suis encore à me poser la question si je monte ou pas sur ce bateau. C'est incroyable parce que on n'imagine pas à quel point la notion de choix et de liberté à s'engager dans un projet de ce type est diffuse en fait. Et donc ça prend vraiment du temps de le choisir complètement et presque jusqu'au bout, tant que t'es pas dessus, Ouais. tu l'as pas complètement choisi. De quoi t'avais besoin finalement toi à ce moment-là pour éprouver cette sensation que ce projet était fait pour toi et que t'allais être au bon endroit? Peut-être que tu l'as jamais éprouvé en amont et que c'est qu'après que tu l'as ressenti, je sais pas. Que ce projet était fait pour moi? Ouais, que ce projet était fait pour toi et que t'allais être au bon endroit en y allant. À quel moment t'as éprouvé, t'as ressenti cette espèce de certitude, tu vois Bah, je pense, je me suis dit, je suis mes tripes et donc, enfin, j'avais quand même ce sentiment, enfin, cette espèce de cap que je peux pas expliquer bah, je sais pas, j'en ai envie, quoi. Et c'est bête, mais quand j'en parlais avec d'autres gens, bah, ils me disaient, mais pourquoi t'as envie de faire ça, quoi? Enfin, franchement, t'as pas d'autres choses plus intéressantes à faire et tout. Et moi, je comprenais pas qu'on me dise ça. Donc je me disais qu'effectivement, c'était fait pour moi. Après, c'est un peu présomptueux parce qu'en réalité, je savais pas trop non plus dans quoi je m'embarquais. Mais je trouve que ça me ressemblait dans le sens où j'avais envie de un peu une aventure. Et l'aventure, c'est aussi ça, ne pas savoir ce dans quoi tu t'embarques. Cette mouvance, cet inconnu, c'est aussi ça qui me confortait dans l'idée qui fait que je le fasse. Ouais. Même le simple fait de pas en être sûr, Ouais, ça faisait peut-être, partie ouais, du. carrément. Ouais. Non, et aussi, enfin, tout n'est pas blanc et noir. Et même le fait que les gens me disent mais attends, t'es sûr de vouloir le faire mais attends, est-ce que t'as pas les épaules? Effectivement, la première réaction que j'ai un peu de haine, je pense, parce que je me dis, mais qui ils sont pour pouvoir dire ça de moi? Mais aussi, bah, ce que ça m'apporte, c'est, je me dis, mais putain, si je le fais, c'est-à-dire que ça va être un truc de dingue, quoi. Parce que tout le monde me dit qu'il faut pas le faire. Donc si je le fais, mais waouh, ça va être quoi quand je vais arriver? Alors il y a l'aspect sportif, mais également l'aspect humain, car vous allez la vivre à plusieurs, sans vous connaître vraiment. Comment tu te prépares à ces deux aspects de l'aventure? C'est vrai qu'avant de partir, moi j'ai surtout travaillé le sport. Alors qu'en fait, pendant la traversée, ce que j'ai le plus aimé, c'est les deux autres aspects qui sont l'aspect humain et survie. Et pour le coup, sur l'aspect humain, bah, je me suis pas tant préparé que ça. Enfin, pour le coup, je suis j'ai un peu embarqué avec le bagage humain que j'avais acquis lors de, entre guillemets, la vie que j'ai pu vivre. Donc, une vie en communauté, d'abord avec une fratrie, mais aussi avec des expériences de scoutisme, des colocations. Parce que, effectivement, c'est un peu une coloc. On est six, quoi. Ouais, c'est une coloc extrême. C'est une coloc extrême, exactement. Et donc, je pense que humainement, je m'en suis très bien sorti. Et même, je pense que la base, c'est souvent l'humain, plus que même la survie, que même le sport. Enfin, je pense que s'il y avait un choix à faire entre les trois, c'est d'abord l'humain. Concrètement, du coup, entre le moment où Patrick te propose de rejoindre l'équipage pour ce projet et le moment où tu vas rencontrer les autres membres de l'équipage, en fait, il va s'écouler 1 an. C'est-à-dire que il y a 1 an, en fait, où tu ne sais pas avec qui tu pars. Probablement, Patrick t'en parle un peu, mais voilà, vous ne vous rencontrez pas. Et c'est en septembre 2022, du coup, que vous vous réunissez pour un stage de survie en mer, qui est un peu le passage obligatoire. Comment se passent ces quelques jours? Et toi, dans quel état d'esprit tu te trouves à l'arrivée et aussi en partant, finalement. Enfin, voilà. Typiquement, ça faisait partie de ces étapes un peu nécessaires pour pouvoir dire oui ou non sur cette traversée. Nécessairement, si j'allais croiser quelqu'un de complètement taré, j'allais dire non, quoi. Et comment s'est passée cette arrivée? Donc c'était à Lorient. C'était assez marrant parce que justement ce stage de survie, donc pour la haute mer, que en fait c'est un peu le stage. Alors nous, c'était pas obligatoire de le faire, mais c'était quelque chose, c'était la volonté de Patrick. Et je pense que c'était une excellente idée parce que ça nous a fait rencontrer. On a parlé de survie, de mer. Et en fait, le premier truc qu'il y a eu, c'est un tour de table. Et donc je les connaissais pas. Et le formateur nous a demandé de faire un tour de table en disant pourquoi vous êtes là, de quoi vous avez, quelles sont vos attentes et tout. Et ce qui est assez cool, c'est que en fait, chacun a pu se présenter au formateur, mais surtout à l'ensemble de l'équipage, et les raisons pour lesquelles on voulait se lancer. Et ce que j'ai trouvé assez cool, c'est que dans les réponses qu'ont pu donner ceux avec qui je suis parti, je me retrouvais. Déjà, ils osaient dire qu'ils ne savaient pas pourquoi ils voulaient partir, quoi. Et moi, il y avait un peu de ça. C'est des fois, je savais pas trop. Enfin, en soi, j'avais essayé de trouver des raisons
officielle, officieuse, etc. Mais en soi, il y avait quand même un truc qui me portait. Et aussi, moi, ça m'a rassuré, où je m'attendais à me retrouver avec des espèces de champions olympiques, et moi d'être un peu le dernier. Et alors qu'en fait, j'ai trouvé que on se complétait bien, que physiquement, ce qui me faisait un peu peur, je me trouvais pas tant à la ramasse que ça. Et après, les discussions se font. Et voilà, après, Patrick aussi nous a mis très à l'aise sur le fait que même à l'issue du stage, on pouvait dire non. Et on pouvait dire finalement qu'on n'était pas chaud pour traverser. Enfin voilà. Donc, Ouais, c'est vraiment une étape hyper importante. Mm. Mais c'est aussi un moment où chacun peut poser toutes les questions qui l'animent. Mhm. Toi, quelles sont les tiennes? Tu t'en souviens des questions que tu poses pendant ce stage? Bah, ça aussi, ça c'était excellent, c'est que en vrai, bah, là, on pouvait vraiment poser toutes les questions, quoi. Et moi, je sais que il y avait des questions plutôt classiques, etc. Où est-ce qu'on fait pipi, popo, ce genre de choses. Mais je sais que il y avait une question que je n'osais pas poser, mais je me suis dit, mais vraiment, il faut que j'ose la poser. C'est ok, s'il y a quelqu'un qui meurt sur le bateau, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, il faut savoir que si on meurt sur un bateau, alors, c'est un peu glauque, mais il faut garder le corps et on doit pouvoir le garder le temps que on arrive, que la gendarmerie vienne et puisse faire une autopsie. Quand je pose cette question, j'ai conscience que potentiellement je peux mourir. Et si je meurs, qu'est-ce qu'on fera de mon corps? Et même si quelqu'un de mon équipage meurt, qu'est-ce que je fais de son corps, quoi. Donc ce qui est super quand même avec ce stage, c'est que vraiment, on voit que en tout cas dans cet équipage, on va pouvoir tout se dire, quoi. Même les choses les plus dramatiques de ce qui peut arriver lors de cette traversée. Entre vous et dans votre lien les uns aux autres pendant ces quelques jours, est-ce que tu as l'impression qu'il se forme une espèce d'alchimie particulière ou peut-être pas? Comment finalement toi tu vis quoi, ce premier contact, ce premier lien avec eux? Qu'est-ce que tu te dis quoi quand tu repars? Enfin, il se passe pas quelque chose d'extraordinaire, quoi. Après, ce qu'on va faire est peut-être extraordinaire, mais franchement, sur le moment, ça reste. On a tous notre bagage familial, de ce qu'on a pu vivre dans notre vie, etc. On voit qu'on est tous un peu. On a un petit truc dans notre vie qui font qu'on est un peu pas fêlés, mais on est quand même différents. Enfin, quand je repars, je me dis pas, ouais, c'est bon, là, ça c'est l'équipage avec qui je vais partir. Mais je me dis pas non plus, ok, non, là c'est un no-go, il faut pas que je parte, quoi. Tu repars et donc c'est la dernière ligne droite, jusqu'en janvier 2023. Et entre la fin de ce stage et janvier 2023, vous vous reverrez une fois en novembre, 2 mois avant le grand départ. Et en fait, toi, comment tu appréhendes le fait de finalement très peu connaître ceux avec qui tu vas partager ces jours en mer? Parce que donc vous êtes vu 2 fois, quoi. Ouais. Ouais. Est-ce que c'est un sujet dans ta tête ou Ouais, bien sûr, parce que c'est un sujet avec qui j'en parle avec mes proches, etc. Il y a aussi la notion de le fait de pas trop les connaître. Ça permet aussi de créer une espèce de distance où nécessairement on va pas se comporter de la même manière parce qu'on se connaît pas vraiment, donc on va faire un peu plus attention à l'autre, etc. Par exemple, si j'étais parti avec des amis, je suis certain que ça serait parti en clash, quoi, parce que on se connaît trop, donc on sait comment on fonctionne, et donc le fait qu'il y ait de la distance, je pense que c'était pas plus mal pour pouvoir partir à l'aventure. Et après, de toute façon, tout au long de cette préparation, quand on en parle avec Patrick, limite il se dit mais franchement nous là on se voit beaucoup. Moi j'ai déjà fait des traversées où même les gens se voyaient un peu pas tant que ça avant. Et je pense qu'après il y a aussi un calcul qui est que le fait de beaucoup se voir fait qu'on se pose beaucoup de questions. Et donc potentiellement on peut dire qu'on n'a pas envie de partir. Donc il y a aussi il y a un peu ce double jeu où il faut rassurer, donc il faut se voir, mais aussi il faut pas non plus se faire peur et ne pas partir, quoi. Bien sûr. Donc, si j'ai bien compris, quand vous revoyez à l'issue de ce stage de survie en mer, là, en novembre, 2 mois avant le grand départ, c'est aussi la fois, le moment où vous découvrez le bateau avant la traversée. C'est ça? Alors, ou tu l'avais déjà... Je l'avais vu. Tu l'avais déjà vu avant? Je l'avais vu une fois, ouais. Mais effectivement, là, on voit un port avec le bateau avec lequel on va partir. D'accord. Et surtout qu'il y avait encore beaucoup de choses que Patrick devait faire sur le bateau. Ok. Est-ce que tu peux nous le décrire et nous expliquer quelle est votre organisation à bord, finalement, pour cette traversée? Donc, en fait, c'est un bateau qui fait 10 mètres de long, 1,5 mètre de large, là où c'est le plus large. Il y a une cabine pour 2 personnes et une cabine pour 1 personne. Et sinon, il y a 3 postes de rame. Et même en tapant sur Internet,
même Ram Océan, c'est le site de Patrick. On voit le bateau et ça donne un peu une idée de ce que c'est. Donc c'est très petit. La cabine dans laquelle moi j'étais, où on était 2 à vivre dedans, elle faisait 3 mètres carrés. Donc il y a vraiment une promiscuité importante. En fait, et dans la cabine, on a juste de quoi ranger quelques affaires et s'allonger, quoi. Après, il y a beaucoup de choses qui sont rangées sous le bateau, un peu partout, et on a très peu d'affaires finalement. Parce qu'on part avec simplement, même pas une valise cabine. Qu'est-ce que tu mets dans ton sac, quoi? Alors, il y a des affaires classiques, 3 t-shirts, 3 shorts, enfin des lingettes pour bébé, de la crème hydratante, de la crème solaire. Et après, j'ai pris quelques objets personnels, ma montre, un cadeau qu'avait fait mon papa, un couteau, voilà. Et comment vous êtes organisés alors, tous les 6? En fait, on a organisé par journée de 24 heures. On doit ramer 12 heures par jour. Pendant qu'on rame, on va aux toilettes, on se douche, on fait notre lessive. Quand on ne rame pas, on est dans les cabines. Et dans les cabines, on mange, on dort, on peut écrire. Moi, j'avais de quoi m'enregistrer. Pour donner un peu un ordre d'idée, enfin, la période à laquelle on pouvait le dormir le plus, c'était 3h30. Et après, le reste de la journée, on essayait de glaner 30 minutes, 15 minutes, 1 heure de sommeil. Donc on est constamment fatigué. Pour le coup, il suffit qu'on nous mette dans un lit pour qu'on dorme au bout de des secondes. Comment tu te sens, toi, pendant cette traversée dans ton lien avec les autres? J'imagine qu'il évolue progressivement, qu'au fil des jours, chacun occupe une place un peu différente dans l'équipage, tant sur le plan sportif que sur le plan humain. Qu'est-ce que tu dirais, toi? Mon appréhension de l'aventure est assez particulière parce que, pour moi, comme je disais, le plus important, c'est l'humain et la survie. Ce qui fait que sportivement, je me donne pas à fond parce que je sais que si on se retrouve dans une galère, il faut que je me sente bien dans mon corps, c'est-à-dire avec de l'énergie, pour pouvoir survivre. D'accord, donc tu as ça en tête. Ah, que tu te donnes pas au max avec cette idée qu'il peut arriver quelque chose et qu'il faudrait pas tout cramer tout de suite. Ouais, bien sûr. Okay. Et ça, c'est marrant parce que quand j'en ai reparlé avec Patrick un mois plus tard à être arrivé, il m'a fait ce retour en disant mais je comprends pas, peut-être t'avais pas l'habitude des défis sportifs ou quoi, mais je t'ai senti pas si... Enfin, je sentais que t'en avais sous la pédale et que tu l'as gardé, quoi. Et je disais oui. Parce que si on se retrouvait dans la merde alors qu'il y avait de l'orage, du vent, des vagues, et que, je pense, on avait plus de bouffe, plus d'eau, j'aurais été comme un con si un jour avant, je m'étais donné à fond, que j'avais mal au bras parce que j'ai trop forcé, ou parce que, je sais pas, j'avais pas assez bu parce qu'il fallait faire de la rame. Non, enfin... J'étais dans un état où clairement j'étais pas en zone de confort, j'étais dans l'inconfort. Mon obsession c'était de me dire j'ai besoin d'arriver et pour arriver il faut que j'en garde sous la pédale. Mais un truc qui a été assez caractéristique pendant cette traversée, c'est que tout le monde a perdu entre 10 et 15 kilos et moi j'ai perdu qu'1 kilo. Moi j'étais celui qui mangeait le plus alors que j'étais pas un gabarit, je pense que j'étais pas le plus petit mais j'étais plutôt bas. Mais moi, mon obsession, c'était de bouffer pour continuer à avoir du peps, quoi. Et ce qui fait que quand je suis arrivé, les autres familles me disaient mais t'es monté quand sur le bateau? T'es monté il y a 1 heure parce que là, on te sent beaucoup trop en forme. Et je pense que les 2 variables, c'était effectivement le fait que ça s'est très bien passé dans mon cas, j'ai pas eu mal de mer. Et même quand je suis arrivé, j'ai pas eu mal de terre. Et aussi parce que j'avais cette obsession de la survie, de survie, ouais. Et ce qui faisait que il fallait que je me sente bien dans mon corps. Donc ça, c'est sportivement la manière dont je me situe. Et après, humainement, au début, je pensais que j'allais être un peu le petit dernier. Et en fait, pas du tout. J'avais une super place où j'étais un peu le bout en train. Je parlais beaucoup. Aussi, j'apportais pas mal, je pense, une bonne énergie. Par contre, et ça c'est l'autre face de ma personnalité, c'est que je prends beaucoup d'espace. C'est-à-dire que je parle beaucoup, donc je laisse peu les gens parler. Parfois, il y a des moments où il faut juste se taire et je me tais pas. Parfois, je pose des questions qu'il ne faudrait pas que je pose. Enfin voilà, je déborde d'énergie. Donc effectivement, humainement, je suis plutôt... je me sens bien. Bien sûr. Et toi, qu'est-ce qui est important pour toi, justement, dans la relation avec tes coéquipiers à bord? Qu'est-ce qui compte pour toi? Alors, j'ai l'impression qu'il y a 2 questions. Il y a à la fois le tenir, qu'est-ce qui fait que je tiens, et après la notion de relation. Très rapidement, sur la partie tenir, de toute façon, entre guillemets, il n'y a pas trop le choix. Et aussi, je me sens bien là où je suis, en vrai. Hein. J'ai ma routine, je me pose pas trop de questions. Après, bien sûr, il y a des moments durs où j'ai l'impression que où je me suis jamais senti aussi proche de la mort
Et en termes de lien, je sais que le fait d'être dans la cabine, je suis avec un coéquipier. Et on était tous les deux les plus jeunes. Et pour le coup, il commence à se lier une vraie amitié entre nous. Il y a des moments difficiles, des moments super chouettes ensemble. Mais ça, c'est sûr que on parle énormément de ce qu'on vit, de ce qu'on ressent. Et pour le coup, ça nous aide, je pense, mutuellement, parce qu'on se raconte les sensations qu'on a, on débriefe aussi sur comment s'est passé la rame, on débriefe aussi sur un peu l'extérieur, parce qu'on est tous les deux, donc il y a une sorte d'intimité qui se crée entre nous. Donc on peut aussi se dire qu'est-ce qu'on pense un peu de l'autre, et aussi des autres coéquipiers. Et ça aussi, ça nous aide à avancer, parce que déjà, ça nous rassure, parce qu'en fait, on se rend compte qu'on ressent souvent les mêmes choses. Et aussi, ça nous aide, parce que parfois, moi, j'avais envie de faire quelque chose, mais il me dit, peut-être qu'il faudrait pas le faire comme ça, donc plutôt comme ça. Donc on s'entraide beaucoup. T'as un souvenir, je sais pas, d'une discussion en particulier, tu vois, qui t'a marqué et qui a peut-être, je sais pas, transformé ta façon d'être, tu vois, avec les autres après Alors malheureusement, je sais pas si j'ai beaucoup changé. Par contre, c'est plus dans mes actions. Typiquement, au début de la traversée, on s'est fait un peu taper sur les doigts parce qu'on était un peu les jeunes, où en fait on ramait un peu à la cool, quoi. Parce qu'en fait, on a quand même capté au bout de 3-4 jours qu'en fait, ça dépend du temps, mais globalement, quand même, ce qui nous fait avancer, c'est le vent et le courant, quoi. Dès qu'on voulait prendre une pause, on la prenait. Et là, Patrick, il nous tape enfin, il commençait à nous dire, ouais, là, il va falloir qu'on parle. Il va falloir qu'on parle. Donc, on sentait qu'il commençait à mettre enfin, à nous pressuriser, comme potentiellement il sait faire. On débriefe beaucoup, en disant, mais tu penses qu'il va nous dire quoi? Putain, tu penses qu'on va prendre cher? Putain, mais qu'est-ce qu'on va dire? Donc là, on a dit, putain, c'est la merde. Et surtout que c'est quand même quelqu'un d'important sur le bateau, donc on n'a pas non plus. Enfin, il y a aussi une relation qui fait qu'on n'a pas envie de le décevoir, quoi. Donc, ça fait que moi, j'avais ce double truc tranchant, je me dis, forcément, ce qu'il va nous dire, c'est pertinent. Mais à la fois, je suis pas non plus un gamin. Enfin, moi, je suis pas venu sur ce bateau pour être traité comme un enfant. Ok, je vais prendre ce qu'il me dit, mais je vais avoir aussi envie de dire si je suis d'accord ou pas d'accord, quoi. Donc, il y a un peu ce côté-là où on se débriefe de comment on va lui parler, etc. Ce qui fait que je me sens beaucoup plus serein, le fait de pouvoir en parler avec mon coéquipier. Parce qu'en fait, quand tu vis une traversée comme celle-ci et que tu partages un quotidien, tu vois, sur une toute petite surface, c'est quand même extrême. Donc on peut aussi imaginer que les attitudes et que les émotions, tu vois, des uns et des autres sont amplifiées. Est-ce que tu te souviens de moments de tension en particulier, tu vois, des moments où c'est compliqué de prendre sur soi, de rester justement dans le lien avec les autres Non, mais globalement, il y a des embrouilles, mais tous les jours. Et je pense qu'il y en a plusieurs à chaque fois. Par exemple, il y a un matin où on se lève et en fait on nous dit ok, là on va s'arrêter dans la journée, parce qu'une fois par semaine on s'arrêtait quand il n'y avait pas beaucoup de vent pour pouvoir laver la coque. Alors pas forcément une fois par semaine, mais une fois tous les 2 semaines, disons. Et en fait eux ils avaient fait un peu leur plan, parce que moi je ramais pas avec Patrick. Ils me disent ok, là on a décidé avec Patrick que ça allait être à tel moment, qu'on allait arrêter de ramer, qu'on allait laver le bateau. Et sauf que moi j'avoue, je suis pas trop d'accord, dans le sens où je trouve que c'est quand même cool de nous demander, de nous demander notre avis. Et donc très rapidement il y a un espèce de clivage où moi c'est pas que je suis pas d'accord avec la décision, mais surtout je suis pas d'accord avec le processus de décision. Et sauf que donc il y en a un de l'équipage qui dit non mais c'est bon, tu vas pas nous saouler, c'est comme ça, alors que c'est pas le skipper, quoi. Donc là en gros moi je suis très cash avec lui, je dis c'est très simple, il y a un boss sur ce bateau, c'est Patrick. Donc le reste, c'est la discussion. Et là, j'ai besoin de discuter. Donc après, vous pouvez me dire qu'on ne peut ne pas discuter, mais discutons-en, quoi. Et là, direct, ça part en vrille, parce que en gros, moi, j'ai 27 ans et ça va jusqu'à 65 ans. Donc forcément, j'ai cette capacité à être assez peu émotionnel dans ces cas-là. Je dis ce que je pense, quoi. Et là, ça part un peu en sucette. Et là, après, effectivement, il y a un moment de silence où on se fait la gueule, quoi. Surtout que la personne avec qui je m'engueule, c'est une personne que je vois ramer. Parce qu'en fait, on voit pas forcément les autres qui rament, donc je le vois ramer. Et quand moi je rame, il est en face de moi. 80% de mon champ de vision, c'est lui, quoi. Donc il y a un peu ce moment on ne veut pas se parler, parce qu'il y a besoin de se créer ce moment de silence où chacun aurait réfléchi à ce qui s'est passé. Et finalement, 2-3 heures, même pas très rapidement, on revient sur ce qui s'est passé. Et souvent, c'est via l'humour ou via petite phrase comme ça par hasard.
Ouais, quand même, on l'aime bien, Louis. Donc un peu d'humour. Et après, il y a aussi une phase où après on en reparle peut-être un peu plus posément, un peu plus rationnellement. Et voilà. Mais ça, c'est tous les jours. Pour le coup, c'est vraiment tous les jours. Après, il y a des moments où c'est plus intense que d'autres. Mais globalement, c'est souvent comme ça. Et je pense que pour le coup, par rapport à ça, il faut jouer ça un peu comme un yin et un yang. C'est-à-dire qu'il y a des moments où il faut qu'une relation elle soit un peu plus molle pour pouvoir mieux apprécier les moments où elles sont un peu plus hautes. Donc pour le coup, moi j'ai pris ça avec. En tout cas, la manière dont je l'appréhendais, c'était c'est une période à passer, ça ira mieux demain ou après-demain, voilà quoi. Bien sûr. Puis il y a aussi des moments suspendus, hors du temps, peut-être un peu comme si la relation pouvait se tisser autrement que sur la Terre. Tu m'as parlé, pendant notre préparation de cette interview, de discussion, de découverte de certains membres de ton équipage que tu découvres au fil de la traversée, aussi sous un autre jour. Ouais, en fait j'avais acheté et je m'étais dit, franchement c'est cool d'enregistrer ce qu'on va vivre, pour avoir un souvenir qui soit pas simplement des photos, des vidéos, mais aussi de voix. Avant la traversée, j'ai pas trop joué le jeu avec l'équipage, parce que je pense que j'avais peur d'être jugé ou quoi. Mais en tout cas, moi je m'enregistre régulièrement et ils me voient m'enregistrer quoi. Et qu'est-ce que tu racontes dans tes enregistrements ? Tout. Enfin, mes peurs, tout. Et même pour moi, c'est un peu une sorte de mini, je pense, psychanalyse quoi. Enfin, je me parle à moi-même en mode putain, mais là, dans quel galère. Enfin, ce souvenir où je me retrouve dans mon canapé, dans mon appart avec toutes mes affaires prêt à partir. Je me dis, là, je suis parti où je vais mettre mes affaires dans la cave d'un pote à Paris et demain je pars. Franchement, je suis pas prêt quoi. Franchement, là c'est chaud. Mais et après aussi des moments où juste je débrief de ma journée. Enfin voilà. Et effectivement pendant la traversée, j'avais un peu des idées de animer, faire des moments chouettes. Donc j'avais demandé par exemple à des amis d'écrire sur des photos que j'allais prendre, des anecdotes que j'allais donner à l'équipage. Et c'est des choses que j'essayais de leur donner pour partager tout au long de la traversée. Et il y avait aussi ce matériel que j'avais pour pouvoir enregistrer. Et où en fait j'avais décidé de les enregistrer chacun quelque chose comme 30-40 minutes quoi. Et effectivement ce qui était assez cool, c'est que déjà le fait d'enregistrer quelqu'un, il n'est pas du tout dans la même position. C'est un moment que tu lui dédies, où il peut dire un peu ce qu'il veut, où il peut s'exprimer. Et aussi où tu peux poser des questions où en fait c'est con mais au quotidien que tu vas pas forcément poser quoi. Et j'ai aussi cette ouverture d'esprit qui fait que je pense qu'aussi je pose des questions qui parfois peut-être ou pas mettre les pieds dans le plat, mais en tout cas qui permet de générer du contenu quoi. Et effectivement quand je leur posais des questions, j'apprenais plein de trucs sur eux et qui me rapprochaient encore plus d'eux quoi. Bien sûr. Donc typiquement je leur posais des questions, pourquoi t'es parti, comment ta famille, comment ils ont accepté ou pas le fait que tu partes, comment tu vis cette aventure. Après, je posais des questions, par exemple, quel est l'objet que tu regrettes de ne pas avoir pris au plein milieu de l'Atlantique ? Il y en avait un, il avait répondu des bonbons. Enfin bref, des trucs. Ouais. Et notamment, j'avais interviewé un des coéquipiers qui venait de Chine. Et donc l'interview se faisait en anglais. Et ce qui était marrant, c'est que pour le coup, lui, particulièrement, en fait, on parlait en anglais, et on partageait, mais on partageait quand même un peu moins, quoi. Parce que forcément, avec la langue, on partage un peu moins. Et là, pour le coup, moi, je l'ai interviewé dans sa cabine, une cabine que je connaissais pas, c'est-à-dire que c'est un territoire du bateau que je n'avais pas vu pendant 20-30 jours. Et là, je me retrouve un peu chez lui et lui donner la parole et lui donner le temps de s'exprimer. Et en fait, j'ai compris plein de trucs sur ce qu'il vivait, parce que de l'extérieur, il avait l'air de pas mal souffrir de cette traversée. Et effectivement, j'ai un peu mieux compris pourquoi il souffrait, comment il vivait l'aventure, et ça c'était super chouette. Puis il y a des moments aussi qui sont forts et qui sont intenses, comme ce jour où finalement t'es projeté par une vague en dehors du bateau et rattrapé par le pied par ton co-cabine. Ouais. Ce jour-là, ça fait peut-être 1 semaine ou 2 semaines que vous avez quitté la Terre. Qu'est-ce qui se passe ce jour, exactement ? Donc ça faisait à peu près 1 semaine qu'on était partis. Et là, c'était un peu les premières fois où on avait des grosses conditions. Je sais pas, c'est peut-être 25 nœuds, 30 nœuds de vent. C'est des vagues de 4-5 mètres. Il fait nuit. Il pleut, donc t'es mouillé. Et en fait, normalement, vu que le bateau est porté surtout par le vent et les vagues, en fait, il y a une vague qui est un peu plus forte que les autres. Et moi, je commence à me faire emporter par une vague.
Et moi, j'avoue, dans mon esprit, je commence à me laisser un peu emporter, quoi. Enfin, c'est-à-dire qu'il y a ce côté de j'attends qu'il y ait un impact pour après me ressaisir. Et en fait, alors que je suis en train de me laisser aller, il y a effectivement, mon coéquipier qui commence à me rattraper le pied. Et là, ça me donne une espèce de pulsion, je sais pas, de vie, où je me ressaisis. Et là, tout de suite, je saisis la chance qu'il me donne de me garder sur le bateau pour faire en sorte de rester sur le bateau, quoi. Évidemment, j'arrive à rester sur le bateau. Après, j'étais quand même attaché, mais globalement, ça nous aurait mis quand même dans une situation très critique. Parce que quelqu'un dans l'eau, alors qu'il fait nuit, il n'y avait peut-être pas un risque de mort immédiate, mais c'était quand même, clairement. Et même le lendemain, je me disais, en tout cas, s'il y avait une personne dont je pourrais dire qu'il m'a sauvé la vie, ça serait toi, quoi. Donc je pense pas que tu m'as sauvé la vie, mais en tout cas, c'est la personne qui m'a potentiellement sauvé la vie, quoi. Et qu'est-ce que cette expérience change dans ta relation avec lui ? Tu dirais quoi ? Ah, Pendant la traversée, est-ce que ça change quelque chose ? ouais, je pense que ça me conforte dans l'idée que c'est une relation unique. Mais ça, en soi, c'est quelque chose que je savais déjà, mais c'est toujours quelque chose qui renforce en gros, là, on est en train de vivre des trucs incroyables. Donc forcément, notre relation, elle va être dingue, quoi. Et transformer, parce que du coup, quand Ouais. on a discuté de Ouais, de cet événement, tu m'as dit qu'après, justement, après avoir eu peur comme ça, eh bien, vous aviez trouvé un moyen, en fait, de vivre justement la sensation des vagues qui sont très hautes, de le transformer en un moment agréable, quoi, sympa, un peu sous adrénaline, certes, mais joyeux. Ouais, je peux. En gros, donc il faut imaginer, en fait, effectivement, le lendemain, donc on débrief, on se dit putain, hier c'était chaud, putain, mais Patrick il est taré, etc. Et en fait, ce qui est assez cool, c'est que justement, on en parle tous les deux, on débrief, et en fait, on se dit, vas-y, il faut qu'on en parle avec Patrick, quoi, qu'on lui demande si ce qu'on a vécu c'est normal ou c'est pas normal, enfin voilà, parce qu'en fait, la norme évolue, quoi, donc il faut qu'on. Et nous, en fait, vu qu'elle évolue, on sait pas jusqu'à où elle va aller, sauf que ça fait qu'une semaine qu'on est parti. Donc on se dit, mais putain, si on vit ça tous les jours, ça va être chaud, quoi. Et en fait, on en parle avec Patrick, et de manière ultra ouverte, et pour le coup, c'est ça qui est dingue avec lui, c'est que vraiment, tu peux t'exprimer tel que tu le souhaites, sans avoir de crainte. Et en parlant avec Patrick, il dit, mais franchement, ouais, je comprends ce que vous avez vécu, bah ouais, c'est flippant, mais... Et nous, on lui demande une technique, et il nous dit, en fait, si vous voyez que les vagues vous emportent, vous lâchez les rames, et ça va très bien se passer, quoi. Et effectivement, alors déjà il paraît ultra rassurant, alors que nous on est un peu flippés, et en fait on commence à faire la technique d'effectivement de lâcher les rames quand on voit qu'il y a des vagues un peu dures, et en fait tout de suite on se sent beaucoup plus en confiance. Ça veut dire que concrètement, tu te laisses complètement aller. Enfin voilà, tu fournis pas un effort physique au moment où la vague arrive, quoi. Tu laisses le bateau prendre la vague comme il doit la prendre, quoi. C'est ça. Et en fait, parce que souvent quand tu gardes les rames alors qu'il y a des vagues, tu crées une force sur tes rames qui fait que le bateau va dans la mauvaise direction. Alors que le fait de juste le bateau, laisser filer le bateau, en fait, il se comporte beaucoup mieux quand tu rames pas, quoi. Et même petite anecdote, la fois où on a été le plus rapide lors de cette traversée sur 24 heures, c'est une journée où on n'a pas ramé, parce que juste on a eu plein de vent, plein de vagues, et donc on pouvait pas ramer, et on n'a pas ramé pendant 24 heures, et c'est la fois où on a fait 3 nœuds de moyenne, donc pour ça, c'est rien, c'est 6 km/h. Donc ça, c'était la vitesse maximum sur 24 heures. Et effectivement, donc on lâchait les pelles, et là, c'était la folie. Franchement, c'était trop cool. On mettait, parce que j'avais ramené une petite enceinte, et en gros, on mettait de la musique, du rock, et on s'éclatait, quoi. Enfin, franchement, c'était lunaire, mais c'était trop cool. Et ce qui était très marrant, c'est que nous, on l'avait appréhendé de cette manière, notre quart, mais les autres, ils continuaient à avoir un peu des appréhensions, quoi. Alors que nous, mais c'était bon, quoi. Là, pour le coup, il y a encore beaucoup de choses qui nous ont fait peur après. Bien sûr. Mais là, il y a eu un shift qui s'est passé dans notre tête en se disant, mais ok, en fait, là, c'est bon, on commence à avoir confiance au bateau, on sait comment il faut se comporter sur le bateau, et ça va être fou, quoi. Moi, ce que je trouve beau, c'est que en fait, vous avez transformé la peur des vagues en sensation hyper positive, presque en joie, en fait, quoi. Non, c'était... Et en fait, c'est parce que vous étiez deux, quoi. C'est à deux que ça s'est fait. Ouais, carrément. Non, mais on a vraiment vécu, pour le coup, on a vécu le truc à deux. C'est-à-dire que déjà, on a eu peur à deux. Ouais. Alors peut-être moi un peu plus que lui, mais en tout cas, on a vécu le truc à deux. Il m'a potentiellement sauvé la vie. Après, on a débriefé de ce qui s'était passé à deux. On en a parlé à Patrick à deux. Et après, on était en joie à deux. Et il y avait aussi, on était avec Daliu, qui est l'équipier chinois, et avec qui aussi, on a
on lui a un peu partagé la discussion qu'on avait eue avec Patrick. Et lui aussi, après, s'est senti en confort. Et lui, il était complètement dingue aussi, quoi. Enfin, franchement, à la fin, franchement, c'était incroyable. Finalement, traverser l'Atlantique, c'est une aventure personnelle où chacun vient avec ses propres raisons, ses propres enjeux. Et en fait, t'as l'élément naturel qui est la mer, quoi, qui est plus grand que tout et qui l'emporte sur l'individu et qui peut aussi être l'élément qui renforce le lien. Ouais. Pour être soudés et en fait y arriver ensemble. Toi, tu as ressenti cette vulnérabilité, celle qui fait que en fait, tu t'en remets aussi aux autres et à leur implication, à leur volonté d'y aller, d'y arriver. Parce que finalement, si personne... il faut que tout le monde s'y mette, quoi. Ouais, carrément. Bah, en fait, déjà, pour revenir sur l'aspect marin, vraiment, il faut voir les choses comme... on peut mettre toute l'énergie qu'on veut. C'est elle qui décidera de ce qui va nous advenir, quoi. Après, par rapport à l'équipage, bah, effectivement, déjà, on ne peut pas vivre sans cet équipage-là, notamment avec Patrick, qui lui a toute la connaissance et... Enfin voilà. Effectivement, chacun est important, on crée une sorte d'écosystème. Après, je dois être aussi honnête avec le fait que j'étais pas non plus totalement rassuré sur notre équipage. Enfin, il y a des fois où on se dit, mais waouh, bah là, si ça se passe comme ça, bah potentiellement, il va falloir quand même que je compte énormément sur moi-même et peut-être un peu moins sur les autres, quoi. Donc, forcément, il y a du lien, mais il y a aussi le moment où bah, on sait que, en tout cas, la personne qui sera capable de déployer la plus grosse énergie pour sauver ma peau, c'est moi, quoi, je pense. Je me trompe peut-être, mais je peux pas faire sans les autres. Mais il y a aussi le côté où, bah, au moment ultime du risque de perdre la vie, bah, je serai face à moi-même et je pourrais pas faire appel aux autres. Quel souvenir tu gardes justement de ce jour où tu aperçois la Terre pour la première fois ? En fait, il y a beaucoup de choses à l'arrivée où on se fait plein d'images sur ok, moi ce que je voulais c'était être dans un hôtel 5 étoiles, pouvoir profiter du buffet à volonté de 6h à 12h et me gaver. Donc je commençais à me projeter et en fait progressivement je me suis dit mais en fait non, il faut pas que je me projette autant que ça. Il faut juste kiffer le moment, quoi, présent. Tout le monde avait un peu envie d'être le premier à voir la Terre, je pense. Enfin, il y avait un peu le côté de on en parlait beaucoup et en fait moi j'avais un peu lâché prise par rapport à ça. Et en fait, au moment où je me dis, bon, bah, vas-y, j'ai envie d'aller faire pipi, je fais pipi et je me dis, je regarde quand même derrière, parce que le sens du bateau est derrière soi. Et là, je vois la Terre, quoi. Et là, ce qui est assez marrant, c'est qu'à un moment, je m'étais posé la question, est-ce que j'allais leur faire croire que j'ai vu la Terre alors qu'on la voit pas, quoi, histoire de créer encore plus de tension. Et en fait, là, je vois la Terre et je leur dis, oh, putain, là, il y a la Terre. Et il dit, non, c'est bon, ouais, t'es en train de faire une blague. Je dis, non, mais franchement, je vois la Terre. Et bah, ce que ça fait, là, on se dit vraiment, ok, là, je suis en train d'arriver, là. Je suis en train d'arriver. Après, quand même, on redescend quand même un peu parce que, il se passe bien 1 heure, 2 heures où on est surex en mode putain, mais là, c'est bon, là, on arrive, c'est ouf. Mais après 2 heures, tu redescends en disant, bon, t'es toujours dans la même galère, quoi. T'es toujours en train de ramer, t'es toujours en train de faire tes cartes, t'es toujours en train de bouffer ta bouffe déshydratée que tu réchauffes avec de l'eau. Donc, et surtout que très rapidement aussi, Patrick nous dit bon, c'est cool parce que là on va arriver, mais sachez qu'il y a une personne qui, à quelques kilomètres de l'arrivée, son bateau a chaviré et bah, elle n'est pas arrivée, elle n'a pas réussi à traverser l'Atlantique à la rame, quoi, parce qu'elle est rentrée avec un bateau de secours et auquel elle a survécu, mais elle n'y a pas réussi, quoi. Donc nous, ça peut nous arriver, donc il faut rester concentré, quoi. Il faut pas faire, c'est pas le moment de faire une erreur. Donc effectivement, il y a une joie immense et il y a vraiment la sensation que, ok, là, on touche du doigt le Graal, mais potentiellement, il faut rester concentré et voilà. Donc tu arrives en Guadeloupe et ton frère et ta mère sont là pour t'accueillir. Comment se passent tes retrouvailles ? Déjà, moi, je suis heureux de les voir. Enfin, ça me fait un peu pleurer de les voir, ouais. Donc, cri de joie, etc. Après, il y a un peu un moment absurde où, en fait, bah, le bateau, il avance toujours aussi vite. Hein, donc, en fait, le moment où il me voit, il y a encore bien 1 heure, 2 heures de rame.
Et voir des gens ramer, c'est pas si drôle que ça, quoi. Mais après, je suis un peu moi-même, c'est-à-dire que, en fait, il y a un peu un moment où nous, on est en train de ramer, les gens nous regardent ramer, mais c'est pas, franchement, c'est comme regarder un sport à la télé où c'est inintéressant. Et en fait, moi, j'avoue, ça me fait marrer cette situation-là. Donc, je commence à me dire, bah, il faut créer ce moment, il faut que ça soit marrant, quoi. Et en fait, je voyais sur le catamaran, il y avait plusieurs personnes, et je voyais ma maman qui discutait avec un monsieur, et je crois que c'était le skipper du bateau. Et je me dis, bon, vas-y, je vais faire une bonne blague qui va la mettre mal à l'aise. Je dis, bon, maman, c'est bon, arrête de draguer, quoi. Et bien sûr, bah, tout le monde entend, enfin, l'équipage et l'équipage du bateau. Alors elle se dit, putain, mais vraiment, le salaud, mon frère qui se tape une énorme barre. Et mon équipage, il dit, mais en fait, t'es vraiment comme ça dans la réalité, quoi. En fait, le Louis avec qui on a vécu, mais en fait, ouais, t'es comme ça, quoi. T'as osé dire ça, quoi. Donc, bon, bah, c'était cool. Et est-ce que tu trouves que c'est difficile de renouer le lien après justement une telle expérience et de partager, tu vois, un peu voilà, la puissance aux autres, de ce que tu as vécu aux autres est-ce que... Déjà, je pense qu'il y a un lien avec soi-même. C'est-à-dire l'appréhension de qui je suis, elle a énormément elle a évolué. C'est-à-dire j'ai eu le sentiment que le voile que, entre guillemets, on peut se mettre dans la société, bah là, il a disparu parce qu'on est dans une situation d'intensité sportive humaine qui est tellement forte qu'en fait on n'a pas l'énergie de se créer un espèce de voile qui est une sorte de camouflage de qui on est. Après il y a le lien avec les autres, donc forcément vu que notre compréhension de nous-mêmes est différente, bah, le lien avec sa famille est différent. On a l'impression de... Enfin c'est des gens avec qui généralement on est nous-mêmes, mais là on est nous-mêmes plutôt en conscience. Donc ça évolue énormément. Il y a aussi le lien avec ses collègues. Enfin moi je vois aujourd'hui là, les liens que j'ai avec mes collègues, bah, je suis encore dans une situation pas d'inconfort, mais je sens que mes relations ont un peu changé d'un point de vue professionnel. Je pense qu'avant, j'avais un filtre. Et là, le fait d'être peut-être un peu plus moi-même, bah, je suis un peu moins lisse, quoi. Donc, et c'est vrai que, bah, encore aujourd'hui, je me pose énormément de questions sur bah, comment j'appréhende ça. C'est-à-dire, est-ce que faut que j'arrive à me forcer à redevenir lisse, ou en fait, j'essaie d'être moi-même, mais peut-être avec le risque que bah, les relations que j'ai soient peut-être moins cool qu'elles ne l'étaient auparavant. Donc ça me fait poser pas mal de questions par rapport à ça. Et le lien aussi avec les gens que j'apprends à connaître aujourd'hui est complètement différent. Et elles sont généralement beaucoup plus intenses et assez rapidement, ou parfois je fais des week-ends avec des amis ou avec des gens que je connais pas. Et très rapidement, je vais être moi-même. Et ce qui fait que, immédiatement, les relations que je vais tisser sont dingues parce que bah, je vais me livrer beaucoup plus facilement sur qui je suis, sur ce que j'aime faire, là où je suis d'accord, pas d'accord. Ce dont j'ai l'impression, c'est que en étant comme ça, bah, les gens, eux aussi, finissent par être eux-mêmes. Donc il y a soi, la famille, les amis, ses collègues, les gens qu'on apprend à connaître. Et après, il y a aussi ce lien, il est autre, et je pense que là, il est plus métaphysique, mais moi, je le caractérise peut-être avec, je sais pas, l'au-delà, Dieu, des choses comme ça, mais il y a aussi cette relation avec le imperceptible qui change et où on se pose, bah, on continue à se poser plein de questions sur la foi, sur ok, pourquoi on est là, quoi, pourquoi on est sur cette terre. Et là aussi, bah, ça bouge. Mais je pense que le point de départ, c'est vraiment la perception de soi-même, de mieux savoir qui on est. Et je pense qu'effectivement, cette traversée, mais j'ai l'impression que ça n'a pas changé ma vie, mais ça a été un peu un game changer. C'est-à-dire que les règles du jeu n'ont pas changé, mais ma perception des règles du jeu ont totalement changé. Tout est en train de, entre guillemets, se reconstruire, je pense. Enfin, par rapport aux liens, beaucoup de choses changent en arrivant. Ça se fait petit à petit. Et de toute manière, même si le retour à la réalité se passe très bien, enfin là, ça fait quasiment 3 mois que je suis revenu. Et aujourd'hui, je suis un peu, je sais pas, j'ai l'impression de surfer un peu sur la vague. Donc vraiment, j'ai pas eu un espèce de down. Et même après être arrivé, j'ai fait une semaine de vacances et une semaine plus tard, j'étais au boulot. Mais ça m'a pas mis dans un espèce d'état où j'étais trop triste d'être à Paris. Clairement, je fais pas ça, mais j'étais pas dans mon métro boulot dodo. Au contraire, j'étais trop content de retrouver ma vie, quoi. Et surtout que le sentiment que j'ai, c'est qu'effectivement, j'ai vécu une aventure dingue. Mais, alors ça c'est peut-être ma perception à date et peut-être qu'elle évoluera. Mais je pense qu'en fait, la vie est une aventure, quoi. Et qu'en fait, la manière dont j'ai vécu cette traversée, l'appréhension que j'ai eue dans cette traversée, bah, en fait, c'est la même que j'ai dans la vie. Et juste, il faut le vivre à fond, quoi. Comme j'ai vécu cette traversée à fond.
Le montage de cet épisode a été réalisé avec l'aide de Lola Sotioyer. La musique a été composée par Thomas Laverne. Je suis Domitille Tassin et vous écoutez Ce qui nous lie, le podcast qui raconte l'évolution de nos liens au gré de nos parcours de vie. Pour soutenir Ce qui nous lie, n'hésitez pas à vous y abonner, lui mettre 5 étoiles ainsi qu'un commentaire, c'est vraiment ce qui m'aide le plus. Je vous retrouve toutes les 3 semaines pour un nouvel épisode. Car le salut c'est le lien, et sans le lien, il n'y a rien.